Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis accompagné aujourd'hui de Marco Flores, qui est diplômé en psychologie, en spécialité thérapie cognitivo-comportementale, pardon. Je vais te laisser te Exact. présenter brièvement un petit peu ton parcours et puis après on pourra enchaîner sur le sujet du podcast. Alors, moi, je suis psychologue, psychothérapeute au modèle suisse, parce qu'en Europe, on a plusieurs modèles. Et en Suisse, on est psychologue au bout de 5 ans et demi de fac, avec 6 mois des stages. Et ensuite, on doit faire un postgrad de 5 ans, euh, qu'on appelle Master Advanced Study. C'est l'équivalent au doctorat en psychologie au Canada, aux États-Unis, et qui nous donne le droit de pouvoir facturer à, à la caisse maladie de base, on appelle ici la MAL en Suisse. Donc, c'est à peu près 10 ans d'études pour pouvoir être spécialisé psychologue, psychothérapeute. Je sais qu'en France, c'est très différent. Ok, et c'est quoi la différence par rapport à la France du coup? Tu sais un Ma peu ou... connaissance en France, on est psychologue au bout de 5 ans de fac. 5 ans et demi dépend des facs. Donc c'est la même chose qu'en Suisse, mais il n'y a pas d'exigence de formation post-grade pour exercer comme psychothérapeute. Les psychiatres et les psychologues ont quasi accès direct à ça. Ils ont une formation, une nécessité de base, mais pas un diplôme des 5 ans comme en Suisse. Ok. Donc toi tu m'as contacté pour qu'on parle de ta spécialité, c'est notamment les TOC. Est-ce que tu veux bien commencer par définir qu'est-ce que c'est qu'un TOC pour que tout le monde comprenne un petit peu? Oui, oui. Le TOC est un trouble psychiatrique qui, les mots d'ailleurs disent long, hein. T, trouble, donc on est vraiment dans une pathologie psychiatrique qui va générer beaucoup de souffrance, beaucoup de difficultés, de problèmes de fonctionnement pour la personne. On a le O, obsession. Or, l'obsession est commune à tous les troubles psychiatriques, mais ce qui va rendre le TOC particulier, c'est qu'on a la compulsion, c'est-à-dire des rituels physiques ou mentaux bien rigides qui permettent de faire baisser l'anxiété, l'angoisse, la souffrance provoquée par les obsessions. Et le cercle vicieux va se renfermer puisque je vais compulser de plus en plus pour soulager la crainte occasionnée par l'obsession. Et ces compulsions vont augmenter en temps, en fréquence. Par exemple, quelqu'un qu'au départ de sa pathologie mettait 10 minutes pour sortir de la maison peut au moment donné se trouver avec 2, 3 heures pour pouvoir sortir de la maison. Ok. Et du coup, obsession et compulsion, est-ce que tu peux définir un peu ces termes? Et du coup, est-ce qu'on peut avoir que des obsessions ou que des compulsions sans avoir l'autre? Du coup, ça rentre Alors pas dans le j'entends cadre. quelquefois ça, maman, j'ai un TOC qui il y a uniquement que des compulsions ou uniquement non non, le TOC il faut les 3 lettres, hein. Les obsessions sont des idées, sont des images ou des impulsions qui sont mises dans l'esprit. Elles ont deux formes, disons dans un premier temps, syntonique, c'est-à-dire je ne suis pas conscient que ce que je fais n'est pas bon, n'est pas normal dans la norme statistique, hein, ou j'en suis conscient, mais je peux pas faire autrement, hein. Et puis ces obsessions-là, ces idées qui s'imposent à l'esprit, est-ce que j'ai bien fermé la porte? Est-ce que ce que je vais toucher va pas me contaminer complètement, etc., vont engendrer des compulsions. Les compulsions sont au contraire des impulsions. La compulsion, c'est un rituel physique ou mental qui est nécessaire à faire pour pouvoir faire baisser l'angoisse, la souffrance occasionnée par les obsessions. Ok. Et du coup, au niveau du TOC, ça apparaît comment? Tu sais d'où ça vient? Qu'est-ce qui provoque un TOC? Est-ce que tu sais? Alors, on a des hypothèses génétiques, hein, certaines études parlent de 60% des risques quand un des parents a le TOC. Quand on fait les anamnèses, on trouve le TOC dans la lignée familiale assez régulièrement, pour ne pas dire quasi toujours. Euh, euh, Cependant, il y a quelque chose de particulier dans le TOC, c'est que quasi presque tout le temps, le TOC apparaît suite à une situation traumatique.
la perte d'un chien, la perte d'un parent, la perte, un divorce, un licenciement, que sais-je, chez l'adulte, en l'occurrence, mais chez l'adolescent aussi, pour problèmes scolaires, etc. Mais ce qui est très important de mettre au clair, c'est que le traumatisme en question, assez présent chronologiquement dans l'apparition du TOC, en réalité précipite le TOC, n'est pas la cause du TOC, qui fait que beaucoup des collègues parfois, assez souvent d'ailleurs, vont utiliser des techniques préconisées pour les troubles traumatiques, PTSD, et ça ne marche pas. Hein. Ça ne veut pas dire que l'aspect traumatique ne doit pas être traité. Mais dans un premier temps, le TOC est prioritaire et les techniques prévues pour les problèmes traumatiques ne marchent pas. Donc, Ok. oui, on a un événement souvent traumatique qui précipite le TOC. À savoir qu'environ 25% des cas de TOC débutent avant l'âge de 14 ans et le plus gros, 65% avant l'âge de 25 ans. Donc, on est entre 14 et 25 ans, la grande majorité du TOC, et 15% après 35 ans. Donc, c'est assez faible pour le reste. Le plus important. Et c'est pourquoi le TOC peut occasionner beaucoup de dégâts, parce que, imagine-toi, entre 14 et 25 ans, on est en train de construire notre vie, nos projets professionnels, notre métier, tout cela. Et le TOC va complètement bloquer ça, complètement altéré, voire euh, euh, empêcher le développement de ça. C'est pourquoi d'ailleurs, les personnes qui souffrent de TOC, une fois qu'ils bénéficient d'une thérapie adéquate, parce qu'il n'y en a pas 36 000, il y en a grosso modo 3 formes de thérapie et quelques autres toutes récentes, mais dont le résultat reste assez faible. Une fois que le TOC recule, souvent les patients disent, ouh là là, comment dire, c'est comme une métaphore. Après que les tremblements de terre, on a réussi à les arrêter ou garder sous contrôle, il y a tout à construire, à reconstruire dans certains cas, et dans d'autres, construire tout court parce qu'elle n'a pas pu être construit avant. Ok. Et du coup, tu m'as dit que ça apparaissait au plutôt à 14 ans. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Peut-être que l'individu doit déjà avoir une certaine instabilité due à l'adolescence, ou est-ce que ça a pu arriver que ça arrive avant? Donc, on peut imaginer, alors, on est dans une problématique de traitement de l'information. Nous sommes confrontés tous les jours à des questions. Est-ce que je vais être à l'heure à mon rendez-vous? Est-ce que je suis bien habillé? Est-ce que je suis bien coiffé, etc. Or, un cerveau qui n'a pas du TOC gère ça de manière très automatisée, très rapide. On ne se rend même pas compte qu'on est en train de résoudre un tas de problèmes. Chez la personne toquée, alors pas tout devient TOC, mais il y a un élément qui va être plus anxiogène, qui va faire apparaître la boucle TOC, trouble, obsession et compulsion. Hein. Et cette compulsion va fixer sur ce thème-là. C'est pourquoi dans le TOC, on a un certain nombre de thèmes, une myriade de thèmes, et que les toqués eux-mêmes, face à eux, peuvent ne pas se comprendre, alors que le mécanisme à l'intérieur est le même. Hein. Euh, donc, entre 14 et 20 ans, on oublie, mais c'est une période de la vie qui est très difficile, très compliquée, où le niveau d'angoisse, d'anxiété est très plafonnante. Par conséquent, on va avoir un terrain plus fertile pour que le TOC s'accroche sur un thème. Ok. Et du coup, quand tu m'as dit 35 ans, c'était l'âge d'apparition maximal, ou c'est à partir de 35 ans, il n'y a plus vraiment de TOC chez les gens? Alors non, précisément environ 25% des cas de TOC débutent avant 14 ans, Mhm. 65 avant 25, par conséquent 14 et 25 ans, c'est la période où il y a le plus de TOC, et 15% après 35 ans. Il y en Ok. a, mais c'est très faible. Et ça peut durer toute la vie, ou en général ça se résorbe de soi-même, ou... Ouh là Enfin, là. Alors, 10 à 20% des toqués vont guérir. Ok, donc on a une rémission et on contrôle une fois par année pendant 2, 3 ans et puis après on déclare des guérisons. 60% vont vivre avec, vont vivre normalement. Personne ne se rendra compte que notre voisin est toqué, il vit normalement, il arrive à faire une sorte que le TOC ne le maîtrise plus. Hein. Et puis 10-20% vont présenter des TOC résistants. Savoir que dans ces 10-20%, et une fois qu'ils bénéficient, ils vont être en échec dans des thérapies ambulatoires,
Et quand ils bénéficient d'une hospitalisation spécialisée pour le TOC, thérapie cognitivo-comportementale, un milieu hospitalier, soit stationnaire, soit pendant la journée, on obtient 60% d'amélioration sur ces 10-20%. Hein. Ok. Malheureusement, ce traitement n'est pas si accessible. Par exemple, en Suisse romande, on n'a pas d'unité hospitalière pour le traitement du TOC spécialisée, hein, en thérapie cognitivo-comportementale. En France, vous avez Lyon Lumière, mais c'est une clinique privée, donc pas tout est couvert, etc. Je sais que c'est pas aisé. Étonnamment, on n'a pas accès à des unités hospitalières comme ça. Ok. Pour revenir sur les facteurs génétiques que tu as cités, est-ce qu'on est certain que c'est de la génétique, du coup? Il y aurait un gène qui serait lié au TOC? Ou est-ce que ce serait pas aussi un peu peut-être de l'environnement dans lequel on grandit? Ou si les parents sont toqués, ils ont peut-être des obsessions qu'ils vont transmettre à leurs enfants? Alors, à ma connaissance, on ne connaît pas encore les gènes impliqués parce que on peut démontrer l'implication génétique sans pour autant pouvoir mettre en évidence un gène. Ok. C'est la donnée statistique, hein, qui va à un faible taux d'erreur dire en effet il y a un facteur génétique important là-dedans. Oui, la base génétique, elle est là. N'oublions pas que 50% de ce que nous sommes est fondamentalement génétique. Hein, c'est pourquoi on se ressemble à nos parents. Et puis, c'est étonnant de voir les enfants adoptés, comment ils gardent des ressemblances comportementales. Euh, Même les pathologies sont présentes alors qu'ils n'ont pas grandi avec leurs frères et sœurs. Hein? Donc, on a une base génétique là-dedans importante. Et puis, ces études sur les jumeaux monozygotes démontrent 60%. Hein? Donc, c'est non négligeable. Ceci dit, ce n'est pas une condamnation puisque dépister assez tôt et traiter de manière adéquate permet à ce que le TOC soit sous contrôle, voire guéri. Donc, on est vraiment dans une rééducation de la réponse comportementale adéquate, neutraliser les comportements compulsifs. Mais ceci dit, le TOC aggrave sur deux cas de figure. Le premier, un traitement non adéquat, et le deuxième, le non-traitement. C'est-à-dire que dans le cas du TOC, dans l'association auquel je suis le psychologue référent en Suisse romande, TOC Passerelle et AETOC à Genève, TOC Passerelle pour le canton de Vaud, on reçoit parfois des gens qui viennent dans les groupes de parole pour parler de leurs approches thérapeutiques. Je me montre parfois un peu trop ferme. Et puis les gens disent souvent, oui, mais voyez-vous, docteur, si ça ne marche pas, mal ne fait pas. Pas dans le cas du TOC. Dans le cas du TOC, une thérapeutique non adéquate peut l'aggraver. Alors, dirais-je même l'aggrave. Parce que le TOC cherche tout élément pour s'accrocher. Donc, quand on est dans des thérapies très langagières qui n'ont aucun effet, on peut avoir un élément qui peut devenir un facteur de troubles obsessionnels et compulsifs. Et un nouveau thème peut apparaître. Justement, en parlant de thèmes, du coup, c'est un truc qui revient pas mal. Est-ce que tu les connais, les thèmes différents qu'il peut y avoir? Alors, oui, alors pas par cœur, mais je vais te dire tout de suite ça parce que je suis avec mon ordinateur là. On va dire que les TOC, c'est 50% sont des sujets laveurs. Les sujets dits vérificateurs, 61%. Et ces deux-là sont carrément les plus importants. Est-ce que tu peux les Cependant, développer un tout petit peu, histoire qu'on comprenne bien à alors, quoi ça correspond? alors, les patients manifestent des peurs, des contaminations via le sang, la salive. Donc, et par conséquent, comment vont-ils résoudre ce problème? La compulsion par le lavage. Hein? Ok. Par exemple, les gens vont laver tellement les mains que les mains deviennent abîmées et blessées. Ils continuent encore. Ça devient vrai un problème de santé à un moment donné. Hein? Au lavage du corps, j'ai des patients qui ont des stocks de savon, de shampoing. Ils vont dépenser à chaque bain, à chaque douche plutôt, une bouteille entière de savon et de shampoing. Hein. C'est vraiment absurde. Hein. C'est quelque chose et qui entraîne un temps de bain ou de douche qui peut aller jusqu'à 2-3 heures. Hein. Donc c'est énorme. Ils ne font pas exprès. Et quand ils sont conscients de leur TOC, c'est un élément supplémentaire de souffrance parce qu'ils savent que ça ne sert à rien. Hein. Et puis on a les sujets dits vérificateurs. Hein. Là, on est par exemple les patients qui vont euh, envoyer un SMS. Alors, ils effacent jamais leur SMS. Tu diras comme nous tous.
À une différence après, c'est que quand j'étais envoyé l'SMS, je suis un TOC de vérification, par exemple, un toqué, bah, je vais dans tous mes contacts vérifier que l'SMS que je t'ai envoyé n'a pas été envoyé à tous mes contacts. Alors, je sais pas si tu as déjà fait l'exercice. Si tu as, je sais pas, dans ton WhatsApp, à peu près trentaine de contacts avec à peu près 500 messages envoyés, je te laisse voir le temps qu'il faudra pour contrôler chaque message de chaque contact pour Hmm. être certain que le message que je t'ai envoyé n'a pas été envoyé à quelqu'un d'autre. Ouais, C'est ok, juste ouais. l'enfer. Mhm. Alors, imagines aussi les implications au niveau du travail. Il n'est pas rare que les toqués se trouvent au chômage, hein, parce qu'ils ne peuvent plus exercer leur métier, compte tenu de l'aspect envahissant du TOC. Et puis, on a certains TOC qui vont être restreints à la maison. Des gens qui ne pourront jamais inviter quiconque à la maison parce que s'ils invitent quelqu'un à la maison, il y aura 7-8 heures de nettoyage à faire dans leur appartement. Aussitôt, les gens sont partis. Parce que quand ils nettoient, c'est au millimètre, hein. Ok. Et puis, on peut parler aussi des tocs, des ruminations. Alors là, il y a une chose intéressante parce que c'est là où parfois j'entends des collègues à dire, ou les patients rapportent que mes collègues psychiatres, psychologues ont dit, oui, 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 ça c'est un toc sans compulsion, sans obsession. C'est faux. Dans le TOC, il existe toujours d'obsession et compulsion. Ce qui se passe, c'est que quelquefois, le patient va compulser tellement vite ou fuir éviter, c'est-à-dire la personne qui a la question de TOC de contamination limitée à la maison, elle n'invitera plus jamais quelqu'un à la maison. Donc, elle aura l'impression de compulser très peu. Mais en réalité, elle ne fait que compulser puisque plus personne vient chez elle. Hmm. Il y en a les TOC de rumination. Par exemple, le TOC d'homosexualité. Ce n'est pas des gens qui sont homophobes, rien à voir. C'est des gens, souvent, le cadre est, la personne est mariée, avec 3-4 enfants, homme ou femme, et puis elle régale quelqu'un du même sexe, elle dit, ah, il est beau. Je peux te regarder et dire, t'es un bel homme. Et ça s'arrête là. Je constate une beauté qui est naturelle d'ailleurs. Les hommes qui arrivent à observer que les autres hommes sont beaux, bah, ça prévient et puis ils font attention quand ils approchent leur épouse. Donc c'est un mécanisme qu'on n'y pense même pas, mais qui fait partie de l'évolution des règlements des liens sociaux. Mais chez le toqué, cet élément-là va être maltraité par le cerveau et le cerveau va conclure que si je trouve quelqu'un beau du même sexe, c'est que je suis gay. Par conséquent, je dois quitter mon épouse et quitter mes enfants. C'est tellement tranchant et absurde que quand on leur dit à ces patients, mais voyez-vous, si vous aimez les hommes et les femmes à la fois, vous êtes bi. Les toqués disent, oui, j'avais pas pensé à ça. Hmm. Voyez-vous? C'est que c'est très tranchant. Le toc des pédophilies, par exemple, il n'y a strictement rien avec la pédophilie. Ce sont des gens qui regardent un enfant, le trouvent craquant, comme on peut trouver, mignon. Ben, si je trouvais craquant et mignon, c'est que je cache un désir à quelque part. Et les gens souffrent énormément. Ils commencent à éviter les enfants, toute possibilité de rencontre des enfants, et ça devient un motif à risque de suicide aussi. Mais sans rien à voir avec la pédophilie, hein. Puis on peut aller aussi parler des sujets dits collectionneurs. On entend parfois Diogène, qui fait, je crois, allusion à la mythologie grecque, mais le terme adéquat, c'est silogomanie ou toc d'accumulation. Là, le pronostic est mauvais parce que la totalité du temps, quand on met en évidence ce TOC, ça a été par intervention de la gérance, la régie. L'appartement est complètement rempli d'ordures, des objets inutiles, etc. Et ouais, voilà, dans la catégorie, grosso modo, l'ensemble des catégories et des thèmes qui déclinent en fonction. Ok. Alors, bon, je pense que ça a été clair dans ce que tu as dit, mais parfois, quand on parle de troubles psychologiques, il y a des gens qui vont dire oui, mais moi aussi j'ai un peu ça, tu vois, typiquement le truc de vérification du message. Qu'est-ce qui fait qu'on distingue un TOC de juste ça, bah c'est normal? Est-ce qu'il y a un critère vraiment objectif qui permet aux gens de différencier? Oui, le temps, hein, et sans rentrer dans des considérations trop techniques, quand j'ai des maniaqueries, quand j'ai des comportements un peu maniaque, c'est un terme technique clinique, hein, mais au sens populaire que les gens utilisent, parce que maniaque en psychiatrie veut dire un trouble psychotique, hein, trouble bipolaire, ils ont porté maniaque. Mais là, dans l'utilisation populaire, le mot maniaque, c'est avoir des manies, avoir être rigoureux dans le nettoyage propreté. La différence entre un toqué et quelqu'un qui aurait ces principes un peu
zélé de propreté, par exemple, c'est que il va pas passer euh, euh, pas plus qu'une demi-heure à faire le nettoyage en question. Hein? Par exemple, les mains, il ouvre le robinet, il ferme, prend le linge, voilà. C'est quelqu'un normal. Même s'il doit faire un certain nombre de fois qu'il est attentif que les mains soient propres. Maintenant, quelqu'un qui est OK, c'est Donc là, pour ceux qui n'ont que l'audio, Marco il est en train de me montrer des gestes très doux et précautionneux d'ouverture du lavabo et de frottement de main. Fais vraiment attention au moindre et j'ai mouvement. pas fini, hein. Quand on Ouais. ajoute là-dessus 5-10 minutes en faisant ça, ensuite 10 minutes dans la même lenteur, dans la même précision à sécher les mains. Donc, c'est excessif, hein. C'est vraiment quelque chose qui va, c'est pourquoi j'ai dit le TOC à avoir avec les trois lettres. Trouble. Pour être un trouble, il faut que ça trouble. Il faut que ça altère notre fonctionnement. Hein. Par conséquent, les gens qui sont un peu maniaques, attachants sur la question nettoyage, tout ça, ça les empêche pas de vivre, ça empêche pas les autres de vivre. Le TOC altère le fonctionnement intrapersonnel et interpersonnel aussi. Vivre avec des toqués, pas besoin d'être psy pour se rendre compte que ça va pas. Ok. Tout à l'heure aussi, tu nous as parlé du fait que c'était plus facile d'améliorer la situation quand on était dépisté tôt. Est-ce qu'il y a des facteurs qui incitent à se dire, tiens, faudrait peut-être que je vois un professionnel par rapport à ce qui se passe? C'est un grand débat là-dessus parce que si on pouvait dépister, on pouvait intervenir correctement. Encore faut-il que les thérapeutiques soient adéquates parce que malheureusement, faire de la psychanalyse ou thérapie systémique ou MDR ne sert à rien dans le TOC. Mhm. Et pas tous les collègues psychiatres, psychologues sont formés pour le traitement adéquat psychothérapeutique. Ensuite, il y a l'utilisation des médicaments. Est-ce qu'on sait, les études sont claires là-dessus, c'est 35% d'amélioration. C'est pas rien, mais c'est trop faible, hein, pour pouvoir envisager un traitement du TOC que par médicament. Dans les TOC très légers, hein, mais les TOC très légers ne sont pas ceux non plus qui amènent les gens en psychiatrie, parce qu'ils arrivent à vivre avec. Hein. Donc le dépistage est important parce que aussitôt dépisté, on aurait la chance de trouver des TOC qui sont au début de leur compulsivité. La compulsion, c'est cet entraînement, hein, pour faire descendre l'angoisse. Et plus les gens pratiquent cette compulsion, plus elle est pratiquée, bah, plus ils vont renforcer la croyance. Et plus ce processus troublé par l'obsession qui génère beaucoup d'angoisse et la compulsion qui fait tout soulager, va poser problème. Donc, si j'ai TOC depuis 7 ans, n'est pas la même chose si j'ai TOC depuis 2 ans. N'est-ce pas? C'est comme tout, hein. Je sais pas si tu as déjà remarqué, quand on apprend à faire quelque chose d'une manière donnée, comme conduire, hein, un peu, mon papa, ma maman, j'ai pas m'a appris à conduire, et un jour, en discrétion, puis je vais faire l'école, et là, tu as le prof qui dit, main comme ci, comme cela. C'est très compliqué de corriger des choses déjà apprises. Hein. C'est pareil pour le TOC, parce qu'en plus dans le TOC, il y a cette peur, cette croyance d'une catastrophe, qui fait que l'apprentissage est encore beaucoup plus enraciné. Donc, il y a tout un travail qu'on appelle de psychoéducation dans un premier temps. Il faut que le patient devienne expert de son propre TOC pour ensuite rentrer dans un processus qu'on appelle des EPR, exposition, prévention des réponses, et en parallèle des thérapies cognitives qui permettent au patient de se détacher un peu des croyances. Je sais pas si j'ai répondu à ta question parce que je crois que j'ai été un... Non mais ouais, mais du coup si je résume bien, le TOC au final, il va s'aggraver parce que comme la personne évite son problème à travers les compulsions, bah elle va renforcer son idée que c'est efficace pour atténuer le stress, et en plus ça lui crée des habitudes qui vont durer avec le temps. Exactement. Si on prend par exemple le TOC de pédophilie, hein, ou le TOC de lavage, qui est le plus répandu, bah chaque fois que je touche quelque chose avec ma main, je dois laver mes mains. Alors laver, tout le monde dira, c'est normal laver, mais que je dois faire 10 minutes de lavage de mains, fais le calcul dans la journée. Hein? Et le problème, c'est que j'aurais cette sensation d'avoir évité une catastrophe en lavant les mains. Par conséquent, l'intensité et la fréquence de cette compulsion va augmenter. Par exemple, les gens qui ont ce type de TOC, leur robinet à la maison est changé tous les 3 mois.
parce qu'il pète les robinets. Parce que non seulement il faut bien fermer, bien ouvrir, parce que sait-on jamais, le toc de lavage ne va jamais sans le toc des vérifications si l'eau n'est pas en train d'être gaspillée. Ils sont assez fréquents les deux ensemble. Ok. Et du coup, le fait que, comme tu dis, ça prend de plus en plus de temps dans la journée, et que, comme tu as dit aussi, il y a des gens qui peuvent en être conscients, est-ce que ça... Il n'y a pas un moment où les personnes elles se rendent compte que ça leur prend vraiment toute leur journée et elles arrivent du coup à améliorer leur situation? Est-ce que ça peut venir spontanément ou est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une aide à peu près? Non, parce que si je fais quelque chose qui est un peu bête, mais je le fais par habitude parce que j'ai pas pris conscience, que je prends conscience, je peux changer. Hmm. Mais quand je fais quelque chose qui est dans un cadre obsessionnel et compulsif, dont la compulsion a une raison pour faire baisser les angoisses, la terreur produite par les obsessions, euh, c'est différent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais prendre conscience de l'absurdité. Mais le dysfonctionnement s'impose tel, les obsessions s'imposent de manière telle dans le traitement de l'information que mon cerveau n'arrive pas à corriger ça. Par conséquent, je sais que c'est absurde, mais je peux pas faire autrement. Ok. Et donc du coup, au niveau des thérapies et des traitements qui sont proposés, les thérapies notamment, bah t'as parlé des médicaments, donc ça, bon, je pense que tout le monde connaît un peu le fonctionnement, mais les thérapies, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu comment ça fonctionne? Alors, les thérapeutiques. Nous avons les médicaments, principalement les SSRI, hein, qui sont récapitulateurs limitateurs de la sérotonine, qui sont les plus utilisés. La chloripramine, ça a été le premier médicament, mais qui pose beaucoup de problèmes de toxicité, de gestion des effets secondaires. Donc, c'était les SSRI qui sont le plus utilisés par les psychiatres. Le problème, c'est qu'on est à 35% d'amélioration, donc c'est une jolie béquille, mais c'est pas le traitement principal. Et on entend quelquefois dire les thérapies cognitivo-comportementales sont équivalents aux médicaments. C'est faux. Les études démontrent pas du tout la même chose. Dans les thérapies cognitivo-comportementales, on a entre 50 et 80% des réponses positives d'amélioration significative, alors qu'on a 35% d'amélioration. Combien même 50 ou 80% répondent aux médicaments, l'amélioration ne dépasse pas 35%. Alors que dans les TCC, on obtient 50-80% d'amélioration. Donc, voilà, c'est pas la même chose. Mais les médications sont nécessaires dans beaucoup de cas, ne serait-ce qu'aussi pour prévenir et protéger des complications. Parce que les gens qui souffrent du TOC ne sont pas à l'abri d'avoir des complications type épisode dépressif, épisode anxieux, etc. Donc, ça aide. Ça fait partie de l'arsenal, à utiliser. Voilà de base. Les psychothérapies, la seule qui en a des études scientifiques qui démontrent l'efficacité, c'est les thérapies cognitivo-comportementales et une thérapie cognitive qui vient du Canada, thérapie basée en inférence, mais elle est équivalente à thérapie cognitive tout court, classique. L'idée, c'est d'aider le patient à prendre de plus en plus conscience des aspects absurdes des obsessions. Hmm. C'est comme créer une sorte de révolte civile à l'intérieur de ma relation avec mon TOC. Mais ça suffit pas. Il faut venir après ce qu'on appelle la thérapie comportementale, qui est caractérisée par l'EPR. C'est ça qui soigne, c'est ça qui permet de se libérer. Ok. Après, on a aussi, j'avais oublié, quelques nouvelles propositions à niveau des interventions chirurgicales, qui en réalité, ça pourrait être intéressant, mais les résultats sont aussi à 35% d'amélioration, avec des interventions très lourdes. Hein. On a introduit des électrodes dans le cerveau. C'est le même protocole que pour les maladies parkinsoniennes. Donc, et pour pouvoir bénéficier de ça, il faut vraiment avoir des tocs ultra résistants, tout ne marche pas. Hein. On a essayé un certain nombre de thérapies, des médicaments, ça n'a pas marché. La TCC surtout, ça n'a pas marché, etc. Et à ce moment-là, on va proposer aux patients ce type d'intervention, savoir que ce sont des interventions lourdes, pas sans risque, et dont l'amélioration, elle est à 35% dans toutes les études qu'on a à l'heure actuelle. Ok. C'est les stimulations cérébrales profondes, hein, DBS. Ça me fait penser là, le fait que tu parles de l'opération chirurgicale. Est-ce que, parce que je sais que ça existe aussi pour les syndromes de la Tourette, si je ne m'abuse, est-ce que c'est quelque chose qui rentre dans le TOC ou qui est vraiment très différent? Alors, TikTok, hein, il n'y a que le réseau social. En réalité, Tik et Tok ne vont pas ensemble. Okay? Tik, on est dans une maladie, dans un trouble
neurologique, qui est le domaine du neurologue. Les psys interviennent pour apprendre à vivre avec, mais pas pour soigner directement. Ceci dit, gérer l'angoisse, gérer les stress a un impact indirect. Ce n'est pas la cause. Le TOC n'est pas une maladie neurologique. À la limite, on peut dire neuropsychologique, mais elle est dans le domaine de la psychiatrie, puisqu'on a vraiment un trouble, une obsession, une compulsion, la compulsion qui renforce l'obsession. Et on va essayer, notre but, c'est neutraliser les compulsions pour Ok. faire s'effondrer tout le château de TOC, TOC. Hein? On s'attaque au C, si on veut. Ok. Et du coup, dans le cadre des thérapies cognitivo-comportementales, est-ce que tu sais ce qui explique qu'on n'a pas 100% de réussite? Il y a des gens qui y répondent pas ou... Je dirais même, c'est la même question, pourquoi avec un antibiotique, on n'a pas 100% des guérisons non plus. Hmm. Euh, on essaye de faire notre mieux, euh, et puis on a toujours des TOC qui présentent des complications pour diverses raisons. Par exemple, on sait que lorsque la personne qui souffre de TOC a aussi un double diagnostic type alcoolisme, type maladie psychiatrique, schizophrénie, psychose, type trouble de la personnalité schizotypique, le pronostic est moins bon. Hmm. Parce que quand on a d'autres pathologies qui viennent s'associer, alors que dans le traitement efficace du TOC est une rééducation, il nous faut des ressources de la part de la personne. Ok. Et si ces ressources sont sabotées par d'autres pathologies, ça va être compliqué. Ouais, donc en fait, c'est quand le problème il est plus profond qu'un simple entre guillemets TOC, ça complique beaucoup le travail, quoi. Je ne sais pas si le terme profond est adéquat parce qu'on entend beaucoup parler ça et on finit pour créer une métaphore d'un trou Ouais. de 100 mètres. Je pense que c'est pas une question de profondeur, c'est une question de structure. Si ma personnalité va avoir certaines défaillances et qui par conséquent va occasionner perte des ressources, bah la thérapeutique contre le TOC va être compliquée. Parce qu'il faut des ressources pour pouvoir. D'ailleurs, quelqu'un qui fait un burn-out et qui a un TOC, il va avoir son TOC flambé. On s'occupe pas de TOC pendant le burn-out. On va s'occuper du burn-out. Et quand il commence à sortir du burn-out, naturellement, il va remettre en place ce qu'il avait mis qui permettait de contrôler le TOC et le patient lui-même, assez souvent, reprend le contrôle sur le TOC. Donc, on voit bien le rapport des ressources, hein, le monde du burn-out, le TOC flambe. Mais ça ne veut pas dire qu'il va aggraver et que cette flambée va rester après le burn-out. Une fois que l'épuisement professionnel diminue par les arrêts maladie, etc., médicaments thérapeutiques, etc., donc qu'est-ce qu'on observe, c'est que la personne arrive à reprendre le contrôle sur le TOC. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres méthodes un petit peu alternatives du coup qui permettent de d'alléger la vie d'une personne qui a un TOC? Alors, c'est intéressant parce que ta question peut cacher deux. Est-ce qu'il y a d'autres thérapeutiques pour le TOC et est-ce qu'il y a des techniques qui permettent d'alléger la vie d'eux? C'est deux choses distinctes. Eh ben, je Hein? veux bien la réponse aux deux du coup. Alors, pour la thérapeutique, on connaît rien qui soit mieux que la thérapie cognitivo-comportementale ou thérapie basée en inférence, qu'on est dans le cadre de thérapie cognitivo-comportementale, et les SSRI, hein, les médicaments, les antidépresseurs que j'ai cités tout à l'heure. Après, dans les TOC sévères, oui, tout ce qui permet ensuite à ce que la personne puisse vivre avec son TOC, ergothérapie, parfois physiothérapie, euh, encadrement éducatif infirmier, tout ça, oui, ça va aider. Mais on est dans des cas heureusement minoritaires, mais qui peuvent se présenter terribles. Hein. Euh, ouais. Ok. Moi, je te posais la question par rapport à ce que tu m'avais parlé de la pleine conscience aussi. Ah, ok. Alors, j'aime bien que tu me rappelles ces détails. Ce qui est important avec le TOC, mais pas que le TOC, hein, beaucoup de pathologies, y compris psychiatriques, c'est de savoir quelle est la thérapeutique qui est des premières intentions et quelles sont les thérapeutiques qui sont des deuxième, troisième intentions. Hmm. Dans le TOC, on va dire que la thérapie cognitivo-comportementale, TBI, thérapie basée en inférence et médication, mais médications qui sont été étudiées, parce que j'ai déjà eu des cas des psychiatres qui prescrivent des médicaments qu'on n'a jamais démontré l'efficacité.
Hein? Donc, restons-y dans celle qu'on connaît. C'est la thérapeutique de première intention. Une fois que le TOC est sous contrôle, ou il n'est pas totalement sous contrôle, mais qu'on a pu avoir une certaine compression en contrôle, à ce moment-là, les thérapies de deuxième intention peuvent trouver sa place. Par exemple, mes patients, beaucoup font de la méditation en pleine conscience. Et quel est l'intérêt de la méditation en pleine conscience? Elles n'ont quasi aucun effet sur le TOC. En revanche, elles facilitent, elles optimisent les techniques thérapeutiques de la thérapie cognitivo-comportementale qui traitent le TOC. C'est-à-dire que les gens qui pratiquent la pleine conscience vont apprendre à souffrir autrement. Donc, ils arrivent à neutraliser les paralysies comportementales que les souffrances entraînent. Ils arrivent à rester dans le mouvement. Et ça, c'est important. Ça veut dire que ça optimise chez la personne qui est un TOC qu'elle puisse mettre en place les techniques des EPR, exposition prévention de réponse. Okay. Mais c'est une thérapeutique en deuxième intention, pas en première intention. Donc, avoir diagnostiqué quelqu'un qui a un TOC et le mettre sur médiation en pleine conscience, c'est une erreur. Ok. Est-ce qu'il y a des choses que tu vas ajouter par rapport au sujet du TOC, des éléments qui te paraissent importants à préciser? J'ai jeté un coup d'œil là. Non, mais je pense qu'on a tout abordé. Je ne sais pas si toi tu vois un autre élément important, mais je crois qu'on a tout abordé. Bah, si t'as rien à préciser, du coup, une question que je pense qui peut être pas mal pour terminer, c'est si jamais il y a une personne qui est concernée par un TOC et qui écoute le podcast ou regarde la vidéo, qu'est-ce que tu lui conseillerais de mettre en place actuellement? Alors, la première chose, malheureusement, j'aurais dû chercher le nom, mais en France, il y a une association qui est assez grande qui s'occupe du TOC. Donc, référez-vous pour les Français à l'association française pour les patients souffrant de TOC. En Belgique, pareil, tous les pays francophones. Et pour la Suisse romande, il y a TOC Passerelle pour la région lausannoise, Vaud, et les cantons qui sont proches, et AETOC à Genève, et pour la France voisine, évidemment, sans hésiter pour AETOC. Les associations, c'est très important. Elles permettent à ce que les gens diminuent leur isolement social, parce que le TOC entraîne horriblement l'isolement social, et en former. Hein. Et puis les thérapeutes dûment qualifiés, normalement, sont répertoriés dans ces associations. Okay. Donc n'hésitez pas, prime abord, à aller demander de l'aide au monde associatif. Je mettrai plusieurs références en description, même si tu vois des trucs qu'on n'a pas cités plus tard, bah, je les ajouterai. Ouais. Tout à fait. Et puis, perdez pas de temps avec des thérapeutiques qui ne marchent pas. Hélas, j'aurais voulu avoir tort et qui l'hypnose marche, l'hypnéaire marche, mais ça ne marche pas pour le TOC. Hein? Donc, concentrez-vous à trouver un thérapeute dûment qualifié, psychologue ou psychiatre, en thérapie cognitivo-comportementale du TOC. Alors, c'est pas parce qu'on est thérapeute cognitivo-comportemental qu'on maîtrise le TOC. Il faut être spécialisé dans le TOC. Le TOC, c'est comme les troubles de conduite alimentaire ou les problèmes dus à des addictions. On doit avoir une certaine expérience. Est-ce que tu veux que je mette en description également les réseaux pour ceux qui voudraient te contacter ou passer par toi? Oui, alors particulièrement les associations, comme ça c'est le mieux, parce que je risque d'avoir beaucoup de demandes. Si les gens passent par les associations en Suisse, par exemple, il y a les gens qui sont là pour informer. C'est peut-être mieux. Okay. S'il y a vraiment une question qui je devrais répondre, dans AETOC et TOC Passerelle, je suis répertorié dans leur site. Donc, ils peuvent toujours avoir mes coordonnées. Ok. Un petit mot de la fin, peut-être? Quelque chose à ajouter? Courage. Courage, ne baissez pas les bras. C'est pas évident, c'est une pathologie qui est très invalidante. Mais comme je répète, 20% guérissent, 60% vivent correctement avec, et 20% présentent des résistances. Or, sur ces 20%, 60% peuvent encore améliorer considérablement en bénéficiant d'une hospitalisation spécialisée. Donc, il y a de l'espoir. Il manque que les gens soient mieux informés. Mais je ferai un dernier mot pour ceux qui ne sont pas forcément concernés par les TOC, mais pour les auditeurs en général. Tu as parlé des troubles du comportement alimentaire. On a fait un podcast avec une personne qui était concernée justement, qui avait un passé d'anorexie. Donc pour ceux que ça intéresse, je mettrai également les références en description.
Et puis bah, sur ce, je vous remercie de nous avoir écoutés, j'espère que ça vous aura intéressé. Il y aura peut-être d'autres épisodes avec le docteur Marco Flores, on verra par le futur. Mais je vous souhaite en tout cas une bonne journée et puis à bientôt.